C'est une enquête édifiante. Violence sexuelle, racisme, homophobie, radicalisation. Le livre noir du sport raconte comment les maux de la société française s'implantent de plus en plus dans la pratique sportive. Enquête signée Patrick Caram et Magali Lacrose qui sont nos invités. Bonsoir à tous les deux. Votre livre est publié aux éditions Plomb. On va commencer avec vous, Magali Lacrose. Disons-le, il est beaucoup question de sexisme aujourd'hui en 2020 dans le monde du sport français. Vous commencez d'ailleurs votre livre par donner plusieurs cas de sexisme. Dans quel domaine, comment ça se matérialise? C'est le cas dans le sport, mais c'est le cas dans la société aussi généralement. Pourquoi le sport peut être un peu plus visiblement ou pas d'ailleurs qu'ailleurs dans la société? C'est parce qu'on est dans un monde qui est créé par les hommes et pour les hommes et qui ne veut pas reconnaître que voilà, il ne faut pas laisser sa place à une femme, on lui met des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce qu'en fait l'image qu'on a du sport, du sportif, du champion, c'est une image de virilité, c'est une image de muscle et de force. Et par ailleurs, il y a tout un rapport au corps aussi dans le sport, au corps féminin. Qui est très mis en question. Le rapport au corps est donc des sportives, on l'a entendu parler récemment, de victimes de violences sexuelles, notamment Patrick Caram. Alors il y a les violences sexuelles, mais revenons 2 minutes sur le sexisme. Vous savez que les femmes sont entrées par effraction finalement. Il a fallu pousser la porte et pousser très fort. Il a fallu des réseaux militants pour obliger les hommes à accepter que des femmes puissent pratiquer. Qui est une section féminine par exemple. Section féminine, mais il a fallu attendre des années récentes pour qu'elle puisse faire de la boxe et être reconnue officiellement comme telle, pour pratiquer un certain nombre de disciplines. Même courir dans la rue. Est-ce que vous savez qu'il y a toujours une police du sexe? Parce que c'est les hommes qui disent, ben voilà, ça existait pendant toute cette période du XXe siècle et ça continue. Et ça continue avec des moyens modernes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vérifier le taux de testostérone des femmes. C'est-à-dire que les femmes doivent répondre à des critères que les hommes ont déterminés pour elles, à leur place, et on détermine et on analyse le taux de testostérone. Et si vous n'êtes pas dans les bons taux, c'est arrivé à une athlète sud-africaine qui a eu un palmarès incroyable, eh bien, effectivement, on vous met sur la touche. On vous impose de prendre des médicaments pour faire baisser ce taux de manière artificielle, alors même que ce taux est lié à la pratique que vous avez et à l'intensité de la pratique. Donc les hommes continuent à vouloir diriger le corps des femmes. Vous avez aujourd'hui dans un certain nombre de fédérations des hommes qui imposent aux femmes, parce qu'on estime que la discipline doit montrer de la féminité, et bien qui imposent la queue de cheval, les jupes courtes quand elles se présentent, parce qu'il faut le maquillage aussi, ouais. Il faut tout faire effectivement pour mettre la femme dans une image. Alors il y a eu je l'ai cité, le nom de Caster Semenya, donc je le répète à nouveau, Caster Semenya, la Sud-Africaine dont vous parliez. Les violences sexuelles, justement, on a le sentiment qu'au mois de janvier, notamment à travers la une du quotidien sportif L'Équipe, l'omerta a été brisée. Est-ce que vous direz qu'elle est toujours là ou pas ? Elle est pas. Les gens commencent à parler. Il y a eu aussi un ouvrage dans le patinage artistique qui a été publié avec un témoignage. Les gens commencent un petit peu à le dire, mais vraiment pas assez. Le problème, c'est que même si une politique est en train de se mettre en œuvre, dans les clubs, c'est toujours très compliqué de parler. Pourquoi? Parce que sont généralement accusés, en tout cas soupçonnés, d'agression sexuelle, les éducateurs sportifs. C'est quoi un éducateur sportif? C'est quelqu'un qui vous sélectionne, c'est quelqu'un qu'on admire, c'est quelqu'un qui en plus, généralement, a la confiance de tout le monde. Qui est au contact aussi parfois pour entraîner. C'est là où on reparle du contact du corps aussi, qu'on doit toucher, etc., pour montrer les mouvements. Et donc, c'est très compliqué de parler. Et généralement, en plus, au-delà de ça, il y a une histoire de mémoire traumatique chez les victimes. C'est-à-dire que quand elles sont abusées, c'est tellement violent qu'elles l'oublient pendant des années. Et ensuite, 30, 20, 40 ans plus tard, un élément fait que ça leur rappelle leur histoire. Mais c'est souvent un peu trop tard aussi. On a le sentiment, franchement, on va parler d'homophobie, de racisme également, notamment envers les arbitres. Il y a des témoignages ahurissants, quoi. Il y a un jeune arbitre qui dit... C'était carrément dans le Vaucluse, je crois, ça la rappe entre chez toi. C'est en fait les mots de la société qui entrent dans le... Il faut se dire une chose d'abord, parce qu'on n'en a pas parlé, le sport
est synonyme de valeur. C'est synonyme aussi de creuset d'intégration. Donc il ne faut pas l'oublier. Les dérives existent, hein, même sur les 360 000 clubs et associations sportives, ces dérives peuvent être marginales, mais il faut les combattre. Alors, sur les violences sexuelles, un mot dessus, c'est peut-être le seul domaine qu'a pris à bras-le-corps la ministre des Sports. C'est le seul domaine aujourd'hui où elle va mener une politique qui peut être déterminante pour la suite. Par contre, il y a des sujets, vous avez parlé du racisme, le racisme à l'intérieur des clubs, le racisme à l'extérieur. Ce sont des sujets sur lesquels on n'est pas tout à fait au clair. Et il y a par contre un vrai problème lié à l'homophobie dans le sport. Parce que cette homophobie aujourd'hui tue. Vous savez que plus un sport est supposé viril, et plus l'homophobie est forte. Plus vous avez des sports collectifs comme le football qui aujourd'hui imposent la norme de la virilité, et effectivement, et plus cette homophobie peut tuer. L'homophobie, c'est pas simplement des banderoles, c'est l'homophobie au quotidien contre des pratiquants qui vont être sur des terrains, qui vont vous évoquez un viol dans un vestiaire. Mais ça c'est l'un des éléments, mais toute la journée vont entendre tu joues comme ma sœur, tu joues comme une tapette. Et à l'âge de l'adolescence, au moment où vous commencez à vous interroger sur ce que vous êtes, sur votre identité, eh bien parfois vous prenez ça en pleine face, et qu'est-ce que vous faites? Il y a deux solutions ou trois. La première, c'est que vous pouvez être plus homophobe que les autres en apparence, et vous tenez des propos d'une violence extrême contre des homosexuels supposés. L'autre, jusqu'au jour où votre histoire vous rattrape, mais vous avez une autre solution, pas une autre solution, c'est de sortir du club, c'est de quitter ses copains. Et parfois, c'est un fait déclencheur. Et vous avez des suicides qui sont liés à cette question-là dans le sport. Et aujourd'hui, il n'y a pas, et je le regrette, il n'y a pas de politique publique sur la lutte contre l'homophobie au quotidien dans le sport. Il faut traiter cette question-là parce que ce sont nos gamins qui meurent aujourd'hui. Et en fait, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des concepts, ce sont des souffrances qui sont endurées par les jeunes sportifs et sportives aussi, qu'il est très très compliqué de régler parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est homosexuel dans le sport. Pourtant, il y a eu toute une campagne, il y a le Paris Foot Gay notamment, on voit la banderole notamment, il me semble que c'est au Parc des Princes, puisqu'on voyait la tribune Auteuil. Il y a quand même eu ces dernières années une prise de confiance. Mais pourquoi il n'y a aucun footballeur, par exemple, de premier plan en Ligue 1 ou ailleurs? Le premier qu'il a fait, c'est Olivier Rouillet, il me semble. Oui, mais sauf qu'il l'a fait, mais c'est exactement ce qui se passe. Généralement, c'est une fois que la carrière est terminée qu'on peut le dire, au gré d'une interview, des choses comme ça. Mais le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a... Personne n'ose le dire. Et pourquoi? Parce que les agents, on en parle dans le livre, on a un témoignage là-dessus, les agents demandent à ceux qui sont soupçonnés ou pas, ou en tout cas qui disent à leurs coéquipiers être homosexuels, ils leur disent non, il ne faut pas, on va faire des photos sur Instagram avec une copine à toi, on va le vendre à des magazines pour les mettre en une, et comme ça au moins on garde l'image soi-disant du vrai sportif. Ouais. Alors c'est passionnant, il y a plein de thématiques, on ne peut pas toutes les décliner, il faut acheter le livre et il faut le lire. On a évoqué l'homophobie, le racisme, le sexisme notamment, les violences sexuelles. Il y a les paris aussi, les paris truqués. Il y a la question aussi dont on a entendu beaucoup parler et qui fait écho avec l'actualité, ce qui s'est passé, toute proportion gardée, avec la décapitation du professeur Samuel Paty, c'est, on va dire, la religiosité, le communautarisme, voire la radicalisation. Vous avez trois phénomènes dans le sport. Vous avez une intrusion du fait religieux. Alors parfois, ça prend des formes mineures, mais qu'il faut combattre de toutes les façons. C'est des atteintes à la laïcité, aux valeurs de la République. Vous avez ensuite un degré supérieur, le communautarisme, c'est-à-dire on reste entre soi, on ne se mélange pas, on exclut les gens qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas le même sexe. Et puis le troisième, c'est la radicalisation, et là c'est extrêmement grave. Je vous donne trois éléments. Le premier, est-ce que vous savez que quasiment tous ceux qui ont commis des attentats en France, eh bien, sont passés dans des clubs. Et le Tchétchène en question était à la fois dans un club de lutte à Toulouse, mais il a aussi été dans un autre club en région parisienne. Et l'oncle dit c'est dans ce club-là qu'il s'est radicalisé. Deuxièmement, vous avez, selon nos services de renseignement intérieur, l'idée que le sport, c'est le premier vecteur de radicalisation islamiste. Avant les prisons et avant les mosquées. Ça doit alerter le ministère des Sports qui, pour l'instant, ne semble pas se soucier de la question, en tout cas, pas de manière très forte. Et puis le troisième élément qui complète le panorama, vous avez aujourd'hui un fichier particulier qui s'appelle le fichier FSPRT. C'est le fichier déradicalisé à visée terroriste. C'est un fichier qui est plus restreint que les fichiers S. Eh bien, il y a 1
1 millier de ces personnes qui figurent sur ce fichier, qui sont dans nos clubs, qui sont dans nos associations, ils peuvent être des pratiquants. Et dans les clubs de tir ou de combat, ça pose un problème. Ils peuvent être également des éducateurs. Avec tout le poids qu'il y a sur les enfants, ils peuvent être des dirigeants. Et aujourd'hui, l'État ne se donne pas les moyens de les exclure. Et Magali Lacroze et moi, nous faisons 2 propositions sur ça. Premièrement, très concrètement, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont radicalisés islamistes ne puissent plus accéder au club, qu'on fasse une incapacité, comme on le fait pour les violences, comme on le fait pour la pédophilie, comme on le fait sur ces questions liées aux délinquances sexuelles. Deuxièmement, on demande le rétablissement de l'agrément préfectoral. Avant 2015, c'est le préfet qui disait on n'ouvre pas un club de sport. Aujourd'hui, c'est les fédés, mais les fédés n'ont pas le moyen de contrôler l'honorabilité. Merci beaucoup Patrick Caram et merci beaucoup Magali Lacroze d'avoir été avec nous. Donc le livre noir du sport, c'est passionnant et je précise aussi que vous dévoilez bien d'autres pistes pour essayer d'avancer sur toutes ces questions. Merci à vous.